Vous pouvez commencer si vous souhaitez. Ok. Vous m'entendez bien? C'est bon? C'est pas encore moi, c'est 14 heures. Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Fauquemberg. Désolé tout d'abord de ne pas pouvoir être avec vous pour des raisons organisationnelles internes, qui n'étaient pas forcément prévues au départ. J'ai dû me rendre à Bordeaux, là où se trouve le siège. Moi, je suis content de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de l'innovation globale au sein de Cdiscount. Rapidement, j'ai rejoint Cdiscount il y a 4 ans et demi. Auparavant, je m'occupais d'un accélérateur qui est basé à Lille, qui s'appelle Aura Technologies pendant 10 ans. Je travaillais avec des startups. Et j'ai rejoint Cdiscount il y a maintenant 4 ans et demi dans le but de créer un département d'innovation et de lancer une politique d'innovation qui va permettre d'accompagner l'évolution et le changement des équipes sur ces sujets justement d'innovation face à une concurrence assez exacerbée qui est celle que vous connaissez tous, parce qu'elle n'est pas uniquement due face au retail, celle d'Amazon, mais aussi d'Alibaba, de Zalando. Ce qui est important, c'est que quand on est arrivé chez Cdiscount comme et comment on allait faire, on s'est rapproché des équipes, notamment des équipes opérationnelles, pour essayer de voir quels étaient les besoins. Et puis travailler sur une roadmap qu'on allait présenter en fin d'année, pour voir si c'était possible de lancer quelque chose. Et en fait, on s'est trop vite aperçu, en présentant la roadmap, si on peut passer sur le slide d'après, s'il vous plaît, on s'est très vite aperçu en présentant cette roadmap, c'était une roadmap qui était assez ambitieuse, qui était assez intéressante, mais qui n'avait pas pris en considération un sujet qui est celui de l'espace-temps. Et qui est quelque chose qui est vraiment propre au retail et encore plus, j'ai envie de dire, chez Cdiscount, puisque c'est, pour la petite anecdote, une entreprise qui est pilotée à l'heure. Et chaque heure, là aujourd'hui par exemple, c'est le premier jour des soldes, donc chaque heure on reçoit le trafic, on reçoit les visitorat, on reçoit le nombre de ventes ou le nombre de non-ventes justement et quelles sont les difficultés. Et donc c'est très compliqué quand vous voulez lancer une roadmap innovation de se projeter dans le temps en sachant que vous êtes piloté à l'heure. Si on peut passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Oui, excuse-moi, on a un petit problème technique. Ok. Donc ça s'est arrêté où? Ils n'ont pas trop entendu le début. D'accord, bah, je vais recommencer, c'est pas grave. Ok, on peut laisser ce slide-là, c'est bien. Ok, c'est bon, je pense que là, on t'entend bien. Ok. Je recommence, c'est bon? Ok, bon. Bonjour à tous. Bon. Alors, apparemment, le début a été un peu tronqué, donc je me présente, Jérôme Fauquemberg, Cdiscount. J'ai rejoint Cdiscount il y a 4 ans et demi. Auparavant, je m'occupais d'un accélérateur qui est basé à Lille, qui s'appelle Aura Technologies, donc, que j'ai développé pendant 10 ans. Et tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que suite à des réorganisations internes, plus le premier jour de solde, j'ai dû absolument me rendre à Bordeaux pour être au siège. Quelques points sur Cdiscount auparavant, c'est 4 milliards de volume d'affaires. On différencie le chiffre d'affaires du volume d'affaires. C'est 13 000 vendeurs sur la plateforme. C'est à peu près 26 millions de clients
26 millions de visiteurs par mois, pardon, 10 millions de clients, et c'est plus de 26 millions de colis livrés par an, pour plus d'1 milliard de connexions. C'est un site qui fait face aujourd'hui à une concurrence qui est assez exacerbée face à Alibaba ou à Amazon pour les plus connus. Mais on pourra en citer d'autres qui sont plus français comme la Fnac, qui sont des concurrents, mais néanmoins des collègues également avec qui on collabore. Et donc, ce que je disais, je ne sais pas où ça s'est arrêté, donc ce que je disais, c'est que quand on est arrivé il y a 4 ans et demi, on a créé le département innovation, le but étant de rendre, en termes de process et de méthodologie, la structure la plus autonome possible en termes d'innovation. Donc, on a fait une sorte d'audit un peu en interne, ce que fait tout le monde à peu près, pour voir un peu quels étaient les besoins. C'était très compliqué de voir quels étaient les besoins. Néanmoins, on a proposé une roadmap qui était hyper intéressante, en fait, sauf qu'on a vu qu'il y avait très peu d'écueils au moment de la présentation au COMEX et au CODIR. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas considéré une chose, qui était l'espace-temps. L'espace-temps qui est vraiment propre au retail et encore plus à l'e-commerce. Si je vous donne un exemple aujourd'hui qui est jour de solde, mais c'est vrai tous les jours, Cdiscount a la particularité d'une entreprise qui est pilotée à l'heure en fait. Donc toutes les heures, vous avez le chiffre d'affaires magasin par magasin qui tombe, mais pour savoir quel est le niveau de performance, le niveau de connexion, etc., etc. Donc vous imaginez bien que si vous ne considérez pas l'espace-temps, c'est hyper compliqué d'être en phase avec les métiers et leurs attentes. Donc on a dû repenser complètement cette roadmap. Une fois qu'on l'a présenté, on l'a refondu et on l'a divisé en 3 temps, qui sont des temps qui sont assez courants en termes d'énonciation, pain killing, game changing, disrupting. Et l'idée, c'était de pouvoir faire comprendre aux métiers qu'on pouvait être à leur rythme et résoudre des problèmes tout en étant à leur rythme et en étant en phase avec leurs préoccupations. Et pour ce faire, il y a toujours aussi un gros sujet autour de l'innovation, c'est quels sont les KPI en fait et comment on existe vis-à-vis de métiers qui sont hyper KPIsés avec des KPI qui sont propres, taux de connexion, taux de transformation, le chiffre d'affaires bien évidemment, la marge, etc. etc. Et on a décidé de mettre en place une politique d'open innovation qu'on voulait tout de suite hyper impactante, en se basant sur ce que pouvaient apporter les startups. Et la volonté dès le départ, ça a été de se dire, on n'a pas une culture, nous, de recherche et développement hyper forte dans le retail, parce que les temps, encore une fois, ne le permettent pas forcément, et donc la culture n'est pas là, n'est pas au rendez-vous sur la R&D. Et donc, on s'est dit, le R, on va aller le chercher chez les startups, et nous, on va essayer de proposer le D, en se disant, on va essayer d'expérimenter énormément avec les startups, mais dans des temps qui sont très contraints, à savoir, ce qu'on s'était donné au départ comme objectif, c'était de pouvoir expérimenter en 3 mois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le fait entre 4 et 5 mois. Et pour ce faire, on a lancé un premier POC. Et on avait un objectif de lancer une vingtaine de POC dans l'année. Et le premier POC nous a permis de mettre en évidence en fait, des problématiques en interne qui sont connues, qui sont notamment la contractualisation rapide, qui sont le paiement, qui sont l'atterrissage informatique et qui sont le suivi globalement des projets. Et au bout d'1 an, on s'est aperçu que finalement, on avait réussi à faire une 50aine de POC, et ça fait 4 ans que ça dure, on en fait 50 par an, mais avec un fort taux d'industrialisation derrière, qui est un taux de plus de 65 à 70% en fonction des années, et qui nous permet d'avoir un vrai impact, et on y reviendra parce que c'est quand même le sujet, sur l'ensemble de l'entreprise. Et au départ, ce qu'on a fait, c'est de sourcer énormément et d'être quasiment exhaustif en termes de sourcing. Et ça, c'est vraiment important. Le fait de dire qu'en base, on a quasiment toutes les solutions qui existent. Donc, en France, on est quasiment exhaustif à 99,5%. On va dire, on prend très mal le fait de ne pas avoir en base une start-up, donc de découvrir par hasard une start-up qu'on n'aurait pas sourcée. Et on s'appuie sur un réseau de partenaires qu'on a fait partout en France. Les incubateurs, les accélérateurs, les fonds avec qui on communique très souvent pour pouvoir sourcer en interne, mais aussi via des outils de sourcing qui sont des outils de veille qu'on utilise. Et ça nous a permis de sourcer les 2 premières années 1000 startups par an. Et aujourd'hui, on doit être à 3000 startups en base, essentiellement sur la France et sur l'Europe, et Israël, bien évidemment. L'idée derrière tout ça, derrière cette problématique de POC, c'était de mettre en relation les startups avec les métiers et de nous accompagner cette transformation par le faire, en fait. Et le fait d'avoir plus de 50 expérimentations et avec donc 35 à 36 startups qui deviennent pérennes par la suite en termes de relations avec nous, ça veut surtout dire quelque chose, c'est que quand on POC 50 startups, le chiffre le plus important, ce n'est pas les nombres de startups qu'on POC, parce qu'elles ont un résultat qui est très facile à présenter. C'est surtout le nombre de startups qu'on ne POC pas. Et quand on en teste une cinquantaine, ça veut dire qu'on en rencontre à peu près 200 à 250 par an. Et si vous faites le compte de 200 startups rencontrées par an,
vous vous rendez compte que le fait que les métiers rencontrent 200 startups à 1, 2, 3 personnes, on arrive très vite à 1000 à 1500 heures d'échange hyper pointus sur des sujets où intellectuellement la startup et l'entreprise vont pouvoir se confronter. Et ça a un impact hyper intéressant chez nous parce que ça permet de faire évoluer globalement, le niveau des équipes. Et on prend les startups pour ce qu'elles sont, elles apportent des nouvelles solutions, mais avec un petit peu d'insolence où elles viennent vous raconter un peu la vie sur votre métier ou sur votre expertise, et ça vous permet, vous, de vous confronter. Et la startup repart en ayant appris quelque chose, parce qu'au final, on est quand même le marché de la startup, et nous, on apprend aussi, et on se réconforte en se disant, ok, ça on maîtrise, ça on est meilleur qu'eux, ou alors là, ils ont peut-être touché quelque chose qu'il faut absolument qu'on teste. Et c'est pas rare que sur, par exemple, le live shopping, quelque chose qui est apparu de manière assez impactante pendant le temps Covid, c'est pas rare qu'on teste en parallèle 2-3 solutions pour voir celle qui a le meilleur ROI chez nous, le ROI étant le nombre de ventes qui sont générées, bien évidemment, mais aussi le coût qu'on investit en termes de solutions. Et en fait, le fait d'avoir l'ensemble de ces échanges, ça fait augmenter le niveau global des personnes chez nous vis-à-vis de l'innovation. On a bien évidemment essayé d'avoir des ambassadeurs au départ. On s'est très vite rendu compte qu'on avait des consommateurs d'innovation qui n'apportaient pas forcément des idées. Et puis donc, en fait, ça a changé ça a changé avec le temps, et on a réussi à avoir des personnes qui venaient, qui étaient force de proposition, qui avaient l'envie d'avoir les mains en termes d'animation sur l'innovation. Et c'est grâce à ces échanges-là qu'on a pu repérer en interne quelles étaient les personnes sur lesquelles on pouvait investir pour faire passer nos messages et pour essayer aussi de développer des nouvelles méthodologies. Fort de cette stratégie de POC Factory qu'on a appelée en interne et qui est devenue non consacrée, on s'est dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Et si on reprend ce que je vous disais en introduction, à savoir qu'on n'est pas capable de faire de la R&D chez nous parce que c'est très compliqué, on s'est dit, écoute, ce qu'on va proposer, c'est d'aller chercher le R chez les startups et nous de leur proposer un grand D. Et pour ça, au-dessus de cette stratégie de test avec les startups, de POC, on a monté 2 accélérateurs qui sont accélérateurs métiers. On ne traite pas du tout l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas notre sujet, qu'il est bien traité par ailleurs en France par plus de 300 structures à peu près. Par contre, on s'est dit on va monter un accélérateur qui est dédié à la supply chain, et 2, un autre qui est lié au métier du e-commerce, du marketing e-commerce. En fait, on s'est dit on va mettre dans le panier, on va pouvoir apporter de l'expertise, on va pouvoir apporter un accès au flux, un accès aux data, un accès aux visiteurs, à tout ce qu'on sait faire et relativement facilement. Par contre, on ne va pas prendre de propriété intellectuelle, on ne va pas prendre de participation dans l'entreprise parce que ce n'est pas des choses qu'on sait bien faire ou qu'on sait faire rapidement en tout cas, et ça demande un temps d'apprentissage pour bien le faire. Et en fait, ces accélérateurs nous ont permis de faire de la co-construction avec une proposition de valeur qui était super intéressante, qui était de dire, voilà, le meilleur exemple est celui d'Exotech, peut-être que vous connaissez, qui est venu sur la base de Slide nous proposer la création d'un robot. Et là, pour le coup, on a co-développé avec eux pendant à peu près 12 à 16 mois. Donc, on est sur des dents longs. Et là, on se trouve sur le game changing. On co-développe avec eux. Et en fait, l'idée de co-développer avec ces startups, en leur disant, bah, tu veux développer un nouveau produit, tu ne vas pas forcément lever de fonds. Par contre, nous, on va te mettre à disposition de l'expertise, l'accès à des flux, l'accès à des entrepôts. Ça va te permettre de valider ton projet, et nous, ça nous permettra d'être premier sur le marché à en bénéficier. Et on pourra aussi être derrière un argument de vente pour la startup, parce que de fait, quelque part, en étant leader du e-commerce français, ça rend la startup Cdiscount accredited. Et c'est une notion qui est hyper importante, qui est hyper intéressante, notamment pour la marque Cdiscount, qui est plus tech qu'elle n'y paraît, et qui permet de développer énormément qui développe en fait énormément de technologies en interne. Une petite anecdote, on est passé de 50, on est 2000 basés à Bordeaux, et on est passé de 50 ingénieurs il y a 7 ou 8 ans à plus de 700 ingénieurs aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on voit un peu le virage qui a été amorcé, notamment avec le lancement de la marketplace. Et donc aujourd'hui, 700 ingénieurs, c'est quelque chose qui est vraiment impactant, et c'est une entreprise qui est data-driven et qui est tech-driven. Ça ne fait pas encore une entreprise tech au niveau des GAFA, mais c'est en train de le devenir, et en fait, c'est un peu aussi l'objet de ce qu'on fait.
Et donc, premier étage de la POC Factory, une politique de test hyper importante qui nous permet de tester et puis de se jauger. Deuxièmement, une politique au-dessus de ça de co-développement, toujours avec les startups, qui nous permet à un moment donné d'avoir la primauté sur le marché pendant au moins 6 mois ou 8 mois d'avance avec des développements qu'on fait avec les startups. Et puis, ça nous a permis aussi de développer des nouveaux services, chose qu'on essayait de faire par nous-mêmes auparavant. Je vais prendre un exemple qui est super intéressant, qui est celui de Cdiscount Voyage. Auparavant, on a lancé 3 ou 4 fois le voyage. Non, on a lancé 3 fois le voyage auparavant. Et ça se passait pas forcément bien parce qu'on voulait lancer voyage avec ce qu'on savait faire nous. Et en fait, en se rapprochant d'une startup pour essayer une 4e fois, et là c'est important parce qu'on voit qu'on ne reste pas sur un échec, même si on échoue, on continue d'essayer. On s'est associé à une startup en marque blanche, en marque grise plus exactement, qui s'appelle Mr. Fly. Et en fait, elle est arrivée avec toute son expertise du monde du voyage. Et nous, on est venu avec ce qu'on savait faire, c'est-à-dire du visitorat, connecté, validé rapidement le marché. Et en fait, ça a été un énorme succès avant le Covid, et puis là, ça commence à repartir pas mal, parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses. On ne maîtrisait pas forcément le parcours client le parcours client qui est propre à un voyagiste. Néanmoins, on avait la capacité d'apporter du volume de manière hyper importante. Et c'est une entreprise qui a très vite fait, en fait, Cdiscount Voyage, c'est une entité qui a très vite fait 100 millions d'euros en 18 mois. Et donc ça, c'était super, super intéressant pour nous de voir comment on avait la capacité en fait d'avoir pivoté. Et de ce fait, on a commencé à lancer des nouveaux services en s'appuyant sur des expertises qui au départ n'étaient pas forcément considérées chez nous. On voulait faire uniquement tout en interne. Et donc, on a lancé énormément de nouveaux services, comme Cdiscount Gaming, comme Cdiscount Advertising, comme Cdiscount Mobile, etc., avec plus ou moins de succès. Mais n'empêche qu'on essaie de lancer toujours des nouveaux services, parce que c'est ce que demandent nos clients, parce que c'est ce qu'on essaye de leur fournir et qu'on essaye d'être un site global de vente. Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, on a réussi à mettre en place une chaire au niveau de la supply chain qui est pilotée par le PFL, donc l'École Polytechnique de Lausanne, et puis par les ponts de Paris, et qui réunit au sein d'une même chaire donc Cdiscount, Louis Vuitton, Michelin et Renault. Et c'est hyper intéressant parce qu'on travaille sur le même outil de fond qui est celui de la supply chain et on n'est pas sur les mêmes temps. Et au départ, on avait beaucoup de mal à comprendre en se disant attends, c'est super long, c'est super compliqué, il n'y a jamais rien qui va sortir parce qu'on n'avait pas l'habitude de ces temps longs pour réfléchir à la supply chain du futur. Et au bout de 18 mois, en rediscutant avec les personnes qui gèrent la supply, on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies qui commençaient à naître, qu'il y avait des temps longs qui commençaient à porter leurs fruits, en fait. Et ça commence à changer un peu le mindset de l'entreprise sur ces sujets-là, et ça a donné la création de C-Logistique, qui est devenue une filiale à part entière de Cdiscount aujourd'hui, et qui permet en fait de prester en termes de logistique pour d'autres e-commerçants ou d'autres retailers, comme par exemple Conforama, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, super intéressant de voir en fait le temps qui a été celui-là. Autre anecdote en fait qui va nous permettre de voir quel est l'impact global au niveau de l'entreprise, c'est qu'au départ quand on testait les startups, il y avait des leaders. Et ça a été un grand apprentissage de ma part, c'était de se rendre compte en fait qu'il y avait des leaders en interne en termes de codir, et puis des personnes qui étaient plus des suiveurs, et c'était très bien, des personnes qui avaient plus de mal. Et quand on a voulu faire un classement, la première année pour dire, bon, voilà, on va matérialiser un petit peu ce qu'on fait en termes d'open innovation. On a fait un podium en interne qui faisait état que la supply chain avait testé une quinzaine de startups sur 52 exactement, que le marketing en avait testé une dizaine et qu'un autre service en avait testé 6. Et on avait fait une sorte de newsletter interne qui était plutôt bien expliquée et qui permettait à tout le monde de voir ce qu'on faisait, comment on le faisait. Et en lançant cette communication, ça a suscité en fait une sorte de compétition, d'émulation en interne, où j'ai plusieurs codires qui sont venus me voir en me disant mais attends, c'est pas normal, pourquoi on n'est pas sur le podium, je pensais qu'on avait testé, etc., et qui sont repartis en fait dans leurs équipes en leur disant t'as vu, il y a un podium, on n'est pas dessus, c'est pas normal. Et donc là, on s'est dit, tiens, on tient quelque chose, et il va falloir qu'on continue à accompagner dans le temps. On tenait deux choses. Un, on tenait le fait qu'il y avait des métiers qui étaient plus pro-innovation que d'autres, parce qu'il y en a qui étaient vraiment en dehors du scope, et pour qui on ne faisait pas du tout de test, en fait. Et puis, il y en avait qui étaient hyper leaders, avec 15, donc c'était plus de 30% en fait, des POC qui étaient réalisés. Donc, c'était satisfaisant quelque part, parce qu'on avait des leaders, mais ce n'était pas satisfaisant en termes d'impact au niveau de l'entreprise, au niveau global.
Et on s'est dit, voilà, dans 3-4 ans, il faut qu'on ait la capacité à avoir 5-6 POC par métier pour pouvoir répartir la charge de manière plus égale. Et en fait, en on s'est rendu compte qu'il y avait plus de mal au secteur travailler sur ces sujets. Et en parallèle, en ayant repéré en interne ceux qui étaient plutôt propices à l'innovation, on a réussi à décaler, à déporter en fait le centre d'innovation, le centre, à déporter pardon, le centre sur l'innovation qui était l'innovation tech, parce qu'on rapporte toujours l'innovation, ou très souvent l'innovation à la tech, un peu à l'usage, rarement aux hommes. C'était de se rendre compte en fait que l'innovation était globale et allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait pensé au départ, et que c'était super intéressant. Donc c'est juste si on peut passer sur le slide d'après, qui sera parlant par rapport au sujet. Voilà. Et en fait, le sujet, c'est comment diffuser, le sujet de base, c'était comment l'innovation devient une innovation globale. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'au départ, où on était sur le fait d'essayer de devenir juste, faire de l'innovation incrémentale, de venir améliorer le quotidien par rapport aux tests et par rapport à la politique qu'on avait mis en place, on s'est rendu compte qu'au départ, c'est ce qu'on a fait. On a fait parce que, juste, excusez-moi, donc, c'est pas grave, je ne vois pas trop bien le slide, mais je vais regarder comme ça. Au départ, en fait, on s'est rendu compte que l'innovation, qui était juste une innovation d'outils ou qui était comprise dans son simple périmètre, elle a commencé à grandir. Et en fait, l'innovation au niveau de l'IT s'est améliorée. Et en fait, c'est le deuxième cercle que vous voyez. Le premier cercle, c'est un peu de la transformation, c'est de la nouvelle méthode, c'est des nouveaux outils qu'on utilise et c'est ce qu'on fait tous, plus ou moins. Ensuite, c'est plutôt de voir quels ont été les impacts au niveau de l'entreprise. Typiquement, l'IT au départ, qui était vraiment centré sur la performance, et qu'il est toujours sur la performance informatique, a décidé de réfléchir l'ensemble de ces nouveaux outils en mettant le client au cœur de la réflexion. Et donc, c'est un peu nouveau d'avoir un labo client aujourd'hui au centre des développeurs, et ça fait 6 mois que ça existe, et c'est super intéressant. On a aussi l'innovation sociale ou l'innovation sociétale, qui est fortement portée, bien évidemment, par la RSE, mais je vais vous donner un autre exemple de POC qui s'est transformé en une relation super intéressante. C'est une relation qu'on a eue avec Agricoli, qui permet de créer des zones de stockage dans les fermes et donc en périurbain. Il faut savoir que quand vous faites une livraison de gros volumes, on va prendre une machine à laver ou un frigo, ça coûte très vite très cher, surtout pour le livrer dans les villes. Et on a la capacité, avec ce genre de collaboration, de créer une zone de stockage en périurbain. De faire en sorte d'occuper des zones de stockage qui n'étaient pas forcément, ce n'était pas une évidence pour les fermiers, pour les fermes. Et donc, on a créé tout autour en fait, des grandes villes, des zones qui permettent de stocker. Et puis, ça a généré du revenu aussi pour les fermiers. On arrive à 1 000 500 € de revenus par mois pour certains fermiers. Et puis, pour des belles histoires qui sont comme celle sur l'île d'Oléron, où on a créé la première zone de stockage au sein d'une ferme sur l'île d'Oléron qui n'ont plus forcément besoin de venir sur le continent pour se voir livrer des gros volumes. Et en fait, là, on voit que l'impact à la base, il n'y a pas forcément d'innovation techno, il y a surtout une innovation en fait d'usage, j'ai envie de dire, mais qui a aussi des impacts qui sont sociaux, enfin qui sont un impact social, un impact sociétal qui est hyper important. De la même manière, le sujet RSE qui est venu de plus en plus dans les réflexions aujourd'hui, on se rend compte que le mode de lecture en fait, de nos innovations est complètement différent. Ils sont plus verts, ils sont plus green, ils sont toujours attachés bien évidemment au ROI, mais on a la volonté absolument aujourd'hui, quand on teste notamment, encore une fois sur la livraison par exemple, de faire en sorte de trouver des moyens de livraison électriques, de faire en sorte de réduire le vide dans
dans les colis. Et donc, on a une volonté et on regarde l'innovation de manière différente avec des impacts qui n'étaient pas forcément les impacts qu'on avait au début. Et là où on a peut-être le plus progressé, c'est sur la partie client, où aujourd'hui, on a développé une politique client qui est hyper importante, mais aussi sur la politique RH et sur tous les métiers support qui n'avaient pas forcément droit au chapitre en termes d'innovation au départ et qui maintenant prennent la main sur des nouvelles méthodologies, sur le fait d'intégrer des nouveaux types de formations qu'on distille au plus grand, jusqu'à prochainement, développer une certification à l'innovation en interne qui permet de se garantir d'avoir un nombre minimum constant de personnes qui soient certifiées, entre guillemets, ces discounts à l'innovation en interne et qui sont autant de relais pour nous sur le mode de déploiement et le mode de diffusion en interne de l'innovation. Et puis ensuite, là où c'est hyper intéressant également, c'est qu'en plus d'avoir diffusé, d'avoir un autre mode, une autre clé de lecture sur l'innovation globale, c'est de se donner droit de penser à des nouveaux sujets. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait la capacité à développer des outils en interne qui marchaient super bien et que maintenant, on souhaite pouvoir les commercialiser. C'est vrai pour des outils qui ont trait à la performance, c'est vrai pour des outils qui ont lieu à la cybersécurité. Il faut savoir que par exemple 50% du trafic qui vient sur les sites sont des trafics qui sont liés à des robots le plus souvent, et donc on rejette absolument, on rejette tous les types d'intrusions, tous les types de fraudes, etc. Et donc on a la capacité aujourd'hui d'ascétiser en fait en interne et de créer des filiales dès lors qu'on voit que il y a un marché potentiel. Et là aussi, c'est intéressant, mais on n'aura peut-être pas le temps de l'évoquer, mais c'est comment un concours interne d'intrapreneuriat au départ qui n'a pas fonctionné, qui a bien fonctionné pendant 2 ans et puis qui s'est écroulé, renaît différemment aujourd'hui au sein de l'entreprise et qui donne lieu en termes de méthodologie à une méthodologie intrapreneuriale qui ne porte pas du tout ce nom en interne, mais qui nous permet de lancer 3 ou 4 nouveaux business B2B, qui est quelque chose de complètement nouveau, des business qui sont de la vente de logiciels, dans un mode qui soit un peu plus nouveau business, nouveau type de business et pas de nouveaux services de ce qu'on faisait auparavant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des échanges qui sont prévus. On avait prévu 25 minutes de présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Non, je pense qu'il n'y a pas de questions de notre côté. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Ça a été? Très bien, à part le début, mais on t'a très bien entendu. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été virtuellement présent avec nous et pour ta participation aussi depuis. C'est une personne avec qui j'étais en contact depuis plus d'1 an et merci encore une fois de ton engagement. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci également. Très bonne fin de journée à vous tous.